Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau débriefing. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, je suis médecin généraliste libéral depuis une vingtaine d'années, avec un petit parcours aussi de praticien hospitalier contractuel urgentiste, médecin du sport et diplômé en nutrition du sport notamment. Donc en fait, j'ai l'habitude de maintenir, d'essayer au maximum de maintenir mes patients dans la meilleure état de santé apparente. Avec des actes de prévention. Et les actes de prévention, ce sont des actes qui vont être le moins allopathiques possible, c'est-à-dire des actes de prévention par une bonne hygiène de vie. Cette hygiène de vie, on la connaît très bien, elle a été reconnue par nos hautes autorités de santé, et on sait que le meilleur médicament existant actuellement, c'est l'activité physique adaptée à la santé, couplée à la nutrition et notamment à la micronutrition. Donc mon rôle, c'est déjà de renforcer le système immunitaire ou de le maintenir par des mesures non allopathiques. Puis, en tant que, bien sûr, médecin de terrain, je suis amenée à voir des personnes qui ont, qui ont des comorbidités. Et donc, c'est ces personnes qu'on va pouvoir gérer et qu'on devrait pouvoir gérer beaucoup mieux que ça dans des actes de prévention et curatifs, puisqu'on sait que nous sommes dans une crise que moi, je n'appellerais pas une crise sanitaire, une pandémie, mais une syndémie, puisque nous avons bien compris depuis pas mal de temps que cette maladie, cette pathologie qui entraîne la maladie Covid va avoir un taux de létalité chez des personnes avec des facteurs de risque bien identifiables, aussi bien cliniquement ou aidés par des examens complémentaires. Pour moi, j'ai pas du tout compris. Alors quand je comprends pas, j'essaye justement de m'instruire davantage. Je n'ai pas compris, c'est la première fois qu'on gère et qu'on aggrave l'immunité, enfin qu'on diminue l'immunité de nos personnes. Déjà rien qu'en générant un stress négatif. Ce stress négatif induit par un discours, un narratif en permanent anxiogène. La première fois, je suis un médecin de terrain, c'est la première fois qu'on demande à des médecins de ne pas examiner leurs patients, de raisonner à l'envers. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit, on n'avait pas le droit d'examiner nos patients et il fallait raisonner avec des tests dont tout le monde en a entendu parler, les tests PCR, qui sont des tests qui n'ont pas été faits pour du diagnostic de dépistage de masse sur des sujets sur lesquels on ne savait pas s'ils étaient malades, pas malades. Donc, il y avait trop de narratifs qui me paraissaient incohérents et c'est la première fois qu'au lieu de stimuler, coacher, accompagner nos patients, j'ai senti qu'on avait tendance plutôt à les abandonner, à leur laisser en fait gérer par eux-mêmes leur propre santé et avec euh, très peu en fait d'outils facilement exploitables que tout le monde connaît de prévention. Alors, bonjour, bonsoir à tous. Moi, je suis le docteur Mansa. Effectivement, je suis médecin. Ça fait une quinzaine d'années que j'étudie de près le système immunitaire pour essayer de comprendre déjà l'origine des pathologies et pourquoi le système immunitaire est tant impliqué dans les pathologies. Et puis, d'autre part, face à ce qui s'est passé dernièrement, effectivement, ça interpelle de savoir pourquoi il y a des actions qui peuvent par moment aller effectivement à l'encontre. On connaît le système immunitaire, ses points forts, certains points faibles, et on a besoin de comprendre effectivement ce qui se passe. Pour être moi-même un rétabli dans l'histoire, j'ai essayé de comprendre effectivement ce qui se passait. Et on lit depuis 2 ans, et Pierre ira dans le même sens, on lit beaucoup d'études concernant l'immunité naturelle, l'immunité d'une façon générale. Et je crois qu'on n'a jamais autant appris sur l'immunité que depuis 2 ans par rapport à ce qui est en train de se passer, au vu de ce qui se passe avec le virus et au vu de ce qui se passe avec le système immunitaire. Et là, aujourd'hui, on est en train de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe face à la réaction immunitaire, j'allais dire, du corps vis-à-vis du virus, et face à la réaction immunitaire vis-à-vis du vaccin. Mais pour qu'on comprenne bien qu'effectivement,
moi aussi, j'ai appris, comme disait Pierre, que jamais on vaccine un rétabli. Je veux dire, ça n'a jamais été fait jusqu'à présent, et ça m'a donc posé des questions. Et donc, pour répondre à cette question, pourquoi vacciner des rétablis, je suis allé voir, et je vois depuis 2 ans maintenant, certaines études qui parlent de qu'est-ce qui se passe quand le SARS-CoV-2 est rentré dans l'organisme, comment a réagi le système immunitaire, et qu'est-ce qui se passe quand on vaccine quelqu'un, et comment a réagi le système immunitaire. Et là, il faut revenir, si vous me permettez, juste quelques minutes, juste d'essayer de comprendre en fait ce que c'est que l'immunité à la base. Et Pierre étendra ça avec sa vision sur le virus et ses réactions et c'est l'évolution du virus. Je vais juste parler 2 minutes, si j'y arrive, sur l'immunité et comment elle se passe pour dire que finalement, c'est pas nouveau en fait ce qui est en train de se passer, un virus qui vient, l'immunité qui se met en route et qui nous donne lieu à des réactions dont on peut tout à fait aujourd'hui analyser. Et on a beaucoup d'études. Si vous voulez, il y a à peu près plus d'une centaine d'études qui parlent aujourd'hui de l'immunité post-infectieuse, des atouts de l'immunité post-infectieuse. On sait aujourd'hui qu'elle est de longue durée, on sait qu'elle est robuste et on sait qu'elle a mis en place tout un tas de paramètres pour nous prémunir de ce que l'immunité doit faire souvent, c'est-à-dire de nous éviter une nouvelle infection face au virus, si on parle ici de virus en question, ou alors un de ses variants. Et on sait, par exemple, depuis le premier SARS, qu'il y a une immunité, il y a une mémoire qui peut durer jusqu'à 17 ans. On a des études qui nous le montrent. On sait aussi qu'on a pu estimer, par exemple, qu'il y avait pas mal de parties du virus qui étaient connues déjà avant même que le SARS-CoV-2 n'arrive. Et l'étude anglaise dernièrement, qui a été faite sur plus de 40 000 soignants, ou en tout cas personnes qui travaillent dans un hôpital, a montré que l'immunité suite à une infection produisait 83% de protection dans les 5 mois qui suivent l'infection. Donc, c'est l'étude Cyrel qui s'est passée, qui a été bien établie, étudiée en Angleterre. Mais pour comprendre ce que c'est que l'immunisation, on va dire, suite à une infection, il faudrait comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau du système immunitaire. C'est là où je vais prendre juste 2 minutes pour le dire. C'est que normalement, cette immunité, elle est faite sur la base d'une immunité dite innée, une immunité un peu non spécifique de première garde, et puis une immunité adaptative qui, elle, va garder en mémoire cette infection. Parce que l'idée de l'immunité, c'est de garder en mémoire ce qu'on a appris. Quand vous êtes infecté pour la première fois par un virus, il faut garder cette information en mémoire. Et pour ça, il y a tout un processus qui est mis en place. Alors, on peut dire que la protection immunitaire, si vous voulez, elle dépend, 1, de l'immunité innée, 2, de la réponse adaptative et de la mise en mémoire de l'information. Alors, cette mémoire, tout simplement, elle est portée par, sans rentrer dans les détails, par 2 grands groupes de cellules de l'immunité adaptative qu'on appelle d'un côté les lymphocytes B, puis de l'autre les lymphocytes T. Alors, dans ce cas-là, on va les appeler les lymphocytes B mémoire et de l'autre des lymphocytes T mémoire. Et ce sont les cellules B mémoire qui produisent les anticorps. Alors, c'est celle dont on est un peu plus sensible, pour lequel il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits. Parce que cette immunité des mémoires, effectivement, va donner lieu à la production des anticorps dont on a besoin. Alors, parmi les cellules B qui participent à la mémoire immunitaire, on va distinguer 2 groupes cellulaires. Il y a des cellules B mémoire proprement dites, puis il y a des autres qu'on appelle des cellules plasmatiques. Je ne vais pas aller plus loin. Simplement pour dire qu'après une infection à SARS-CoV-2, après une infection au coronavirus, on a une forte réponse humorale qui est là chez les infectés. On sait qu'elle existe, ça a été publié. Il y a des études qui montrent que suite à une infection, l'immunité qui suit derrière, elle est forte, elle est bonne. Alors, les cellules mémoire, une fois qu'elles ont été formées après la rencontre avec le virus, eh bien, elles évoluent dans le temps. Et ça, c'est une notion qu'on a un peu oubliée aujourd'hui, et c'est là que les choses se cristallisent un petit peu. Parce que une fois que j'ai rencontré le virus, la mémoire, c'est-à-dire ce qui me permet de me protéger d'une nouvelle rencontre, ça continue à évoluer dans le temps, même si le virus n'est plus là. Et ça, c'est très important. L'immunité se développe des mois, voire même des années après l'infection. Et comment le sait-on, ça ? Parce qu'on a regardé de très près ce qui se passait au niveau de ce pool de cellules mémoire pour comprendre comment cela réagissait. Et elle se développe comment, cette mémoire ?
En ayant une capacité de neutralisation plus importante du virus et surtout, en réalité, une diversification de cette capacité d'immunisation. Alors, il y a des cellules, je l'ai dit, des cellules B mémoire, proprement dites. Celles-là nous protègent contre des variants. Et les autres cellules mémoire, qu'on appelle des cellules plasmatiques, elles nous protègent si jamais le même virus revient en l'état. Imaginons que la souche de Wuhan réapparaisse, on serait protégé quasiment, je ne dis pas à 100%, mais à plus de 80%. Voilà. Et ça, c'est important de le savoir. Alors, ce qui est important, c'est que la mémoire continue d'évoluer après une infection. Alors, c'est vrai, on a dit, ben oui, mais les anticorps, ils diminuent. Ben, pourquoi les anticorps, ils diminuent? Les anticorps diminuent, mais ils ne sont pas moins neutralisants, attention. Et ils ne sont pas moins intéressants, mais ils diminuent en nombre. Ça, c'est vrai. Pourquoi ils diminuent en nombre? Parce que la première fois que vous rencontrez un virus, eh bien, vos lymphocytes B, ils vont à l'école pour apprendre à se débarrasser de ce virus. Et à l'école, il y en a qui choisissent l'école un peu le chemin de travers et ils vont directement produire leurs anticorps. Puis il y en a d'autres qui vont étudier comment il faut peaufiner, travailler et ensuite fabriquer des anticorps de haute affinité, eux, hautement neutralisants, pour cibler davantage de variants et même le virus en question. Alors, on a donc plusieurs types de cellules B mémoire. Mais les premières qui ont été mises sur le marché, si je puis dire, sont des cellules qui vont disparaître au bout de 4-5 mois. Donc, tout naturellement, les anticorps vont diminuer au bout de 4-5 mois. C'est normal. C'est une réaction immunitaire normale. On ne doit pas s'affoler devant le taux d'anticorps qui baisse. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on s'affole devant un taux d'anticorps qui baisse? Alors, je peux reprendre après, je vais laisser Pierre s'il veut réagir déjà. Ce serait intéressant. Il faut tout reprendre du début. Ce qu'il faut bien, c'est reprendre déjà les définitions de l'immunité. Qu'est-ce que l'immunité? L'immunité, c'est pas quelque chose qu'on mesure, c'est quelque chose qu'on observe. Les pionniers de la vaccination, comme Pasteur ou Jenner, pour eux, l'immunité, c'était au départ une observation que quand une épidémie de variole passait, et avec la mortalité effroyable qui était le cas des grandes épidémies de variole, lorsque l'épidémie revenait, ceux qui avaient survécu la première fois survivaient la deuxième. Donc, ils ont défini par cette simple observation ce qu'on a appelé l'immunité de réinfection. C'est-à-dire que les personnes qui l'avaient eu la première fois, la deuxième fois, ils ne l'avaient pas. Et puis, Jenner, par la suite, s'est aperçu que les personnes qui travaillaient au contact des vaches survivaient aussi aux épidémies. Il s'est aperçu qu'en fait, ils survivaient parce qu'ils avaient subi une infection par la variole de la vache qui leur permettait d'être protégés la seconde fois. Et de là est née l'idée de la vaccination, c'est-à-dire l'idée, c'est de reproduire une infection guérie. Vous voyez bien que l'idée de reproduire une infection guérie, c'est que c'est l'infection guérie qui est la référence à atteindre pour la vaccination afin de protéger les personnes. Et en fait, aujourd'hui, il y a une grande confusion parce que ce qu'on appelle immunité, c'est l'observation de Pasteur, c'est-à-dire que quelqu'un qui, quand le virus est là, n'est pas malade. Ça ne relève pas de la biologie très compliquée. Il ne faut pas confondre l'immunité, qui est le fait d'être protégé quand le virus est là, et l'immunologie, qui est, je dirais, toutes les théories et mesures qu'on a déployées par la suite pour essayer d'expliquer cette observation. C'est-à-dire que l'immunité, vous prenez une personne qui a du SARS-2 dans le nez et qui n'est pas malade, par définition, elle est immunisée. Elle possède une immunité, parce que vous voyez bien qu'un virus aussi terrible, si on l'a dans le nez et qu'on est asymptomatique ou presque pas malade, c'est qu'on a une immunité. Si vous prenez les enfants, normalement, quand une grande pandémie arrive, c'est parce qu'il y a un virus qui arrive, c'est pas le virus en lui-même qui est dangereux, c'est le fait que, justement, l'immunité de la population n'est pas bonne. Dans les grandes pandémies, avant même qu'on ait l'occasion de vacciner, les gens guérissaient, ce qui finissait par arrêter l'épidémie toute seule. Donc, vous voyez que on peut dire que les enfants qui, malgré l'infection, ne sont pas malades, sont aussi immunisés. C'est la définition même de l'immunité. Après, on peut en chercher les mécanismes. Moi, j'avoue que, comme tout le monde, en mars 2020, malgré le fait que ça fait 40 ans que j'étudie les virus et les vaccins, j'étais quand même, j'avais peur. Je me disais, qu'est-ce qui nous arrive? J'avais étudié au début de mes études la notion
des pandémies par grande variation virale, et je voyais bien que c'était ce qu'on avait, et mes maîtres de l'Institut Pasteur me disaient, Pierre, les grands variants, c'est quelque chose de terrible, et ça doit revenir un jour. Et je me disais, voilà, les grands variants dont mes maîtres m'avaient parlé dans le temps, les voilà, on en a un ici, c'est-à-dire un nouveau virus qui n'est pas méchant en lui-même, mais comme les gens ne l'ont jamais vu, ils n'ont aucune immunité, ils ne peuvent pas se défendre et la mortalité est très forte. Et puis, il y a un élément très fort qui m'a marqué à ce moment-là et qui a été pour moi un tournant dans, on va dire, ma compréhension de la pandémie Covid, c'est pourquoi les enfants n'ont rien. Parce que dans les grandes pandémies telles que je les avais apprises il y a 40 ans, les enfants sont parmi les premiers à mourir et à être emportés par ces choses terribles que sont les épidémies virales. J'ai dit, pourquoi les enfants n'ont rien? Et j'avoue que ça m'a pris l'esprit et un peu de sommeil pendant quelques jours, jusqu'à ce que je dise, mais je suis idiot, quoi. Les enfants, on les avait oubliés, c'est les coronavirus endémiques. Ce dont personne ne parle, c'est qu'il existe dans les populations humaines depuis des siècles des coronavirus en tout point virologiquement similaires au virus de Covid, qui tournent dans la population. Et ils tournent notamment chez les enfants. Et j'ai dit, mais on est bête ou quoi? En fait, les enfants, ils l'ont déjà eu sous la forme de virus apparentés que sont les coronavirus endémiques qu'on a presque oubliés tellement ils sont bénins. Ils sont bénins, ils le sont devenus. Parce qu'un d'entre eux, OC43, l'année où il est arrivé, on pense que c'est à la fin du 19e siècle, il a produit une pandémie terrible et aujourd'hui, il est considéré comme bénin parce que l'immunité s'est développée. Donc, vous voyez bien qu'il ne faut pas prendre les choses à l'envers. Quand on voit que les enfants sont pas malades alors qu'ils sont infectés, c'est qu'ils sont immunisés. Si on voit que des personnes portent le virus dans leur nez sans maladie, c'est qu'ils sont immunisés par définition. Donc ça, c'était les observations de départ. Par la suite, on a essayé de comprendre par quel miracle cette chose-là se passait. Et on a inventé l'immunologie et on s'est aperçu qu'il y avait divers éléments, les anticorps, d'autres types de lymphocytes qui protégeaient. Mais il ne faut pas confondre l'immunité avec, on va dire, les anticorps et autres mécanismes qu'on a proposés pour expliquer l'observation d'immunité, hein, c'est-à-dire l'absence de maladie quand on est infecté. Aujourd'hui, on appelle les anticorps ne sont pas l'immunité. Les anticorps sont une des mesures possibles de l'immunité. L'immunité est un phénomène très global de réaction du corps à une infection virale. Justement, je voulais rebondir là-dessus parce que je suis en fait très contente d'entendre ce discours qui correspond exactement à ce qu'on voit sur le terrain. Et ça, c'est important de ne pas négliger nos études observationnelles. Parce que c'est bien beau de nous dire pas mal de choses, mais il va falloir que ça se confirme sur le terrain. Et effectivement, je n'ai eu aucun patient, enfant, avec une pathologie Covid symptomatique inquiétante. Donc, je sais, en fait, moi, personnellement, il est hors de question de faire une PCR, c'est-à-dire un geste invasif, chez un tout petit qui va bien, en sachant qu'on peut être très intrusif, on peut être dangereux, ce n'est pas un geste anodin. Heureusement, on s'est battu pour avoir, moi, je ne me suis pas battue, mais il y a eu des tests salivaires qui ont été demandés parce que c'était quand même un outil qui n'était pas invasif, mais c'est pareil. Pourquoi embêter des enfants, sachant qu'ils vont très bien? Je parle des enfants qui n'ont pas des grosses comorbidités. Moi, je n'ai vu aucun enfant malade avec des signes inquiétants. On est plus embêté avec la bronchiolite actuellement et les gastro-entérites. Je n'ai pas de souci avec les coronavirus, que ce soit le coronavirus endémique, que ce soit le SRAS-CoV-2. Je n'ai aucun souci avec mes enfants. Pourquoi on les embête en sachant que, si je ne dis pas de bêtises, les enfants ne sont pas contaminants pour les adultes. Ils peuvent être contaminés. Ce que je veux dire, c'est que dans toute l'histoire de la virologie et de l'humanité, on n'a jamais fait quelque chose d'aussi absurde que d'aller chercher, avec des technologies extrêmement puissantes et sensibles, des virus chez des gens qui ne sont absolument pas malades. On n'a jamais fait ça. On est bien d'accord.
Et Il on faut, n'a il faut jamais savoir fait que ça. C'est totalement absurde. D'habitude, on fait des tests invasifs, intrusifs, des mesures complexes chez des gens qui sont malades. Là, on n'a Non. jamais fait des mesures aussi massives chez des gens non malades. Alors, OK, pourquoi pas. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est qu'on n'a aucune référence de ce qu'on devrait trouver si on le faisait. Hein. Moi, je suis persuadé, pour avoir étudié les virus depuis 40 ans, que notre nez est plein en permanence de tout un tas de virus et que si on se donnait la peine d'aller chercher autre chose que SARS-CoV-2, je peux vous dire qu'on en trouverait des dizaines. Il est évident que le nez, c'est un peu l'extérieur du corps, donc les lymphocytes de l'immunité, ils vont pas sortir dehors. Ils sont pas capables de nettoyer le nez, c'est dehors pour eux. Donc forcément, on accumule des bestioles dans le nez, on en a toujours beaucoup, ça fait partie de la vie, et on s'est jamais amusé à aller comptabiliser les virus. On l'a fait, si vous voulez, on le fait sur d'autres muqueuses. Hein, par exemple, sur la muqueuse digestive, on va chercher à faire des tests, mais quand on trouve des bactéries dans le tube digestif, c'est pas un signal d'alarme. On sait que sur les muqueuses digestives, il y a une foultitude de bactéries et de virus d'ailleurs, mais pour autant, on n'en déduit pas que les personnes sont dangereuses ou anormales. Si vous voulez, c'est super bizarre par rapport à la formation que j'ai eue de faire des opérations de dépistage aussi massives chez des gens qui ne sont pas malades et qui sont, je vous le dis, selon les définitions que j'ai apprises, c'est pas moi qui invente, des gens plutôt immunisés puisqu'ils ne sont pas malades, justement. Donc, si vous voulez, on est dans quelque chose qui a l'air logique, mais qui repose sur des fondements plus ou moins qu'on ne dit pas, mais qui sont complètement absurdes et à l'envers de ce que j'ai appris, moi, dans le cours de mes études. C'est indiscutable. Vous voyez bien que si on part du principe que les enfants ne sont pas protégés par miracle, alors les enfants ont parfois des caractéristiques infantiles, mais on voit bien que les enfants sont protégés, donc immunisés, par un mécanisme qui reste à élucider, mais cette protection, elle dure bien au-delà de l'enfance. Hein, on le voit bien sur les statistiques, la courbe de mortalité est quasiment non significative avant, allez, disons 40 ans pour être gentil, mais c'est plutôt 50 ou 60. Donc, vous voyez bien que si on est protégé de façon naturelle, de 2 ans, on va dire à peu près, jusqu'à 50 ans, j'aimerais bien qu'on m'explique par quel mécanisme de courte durée une protection de 40 ans peut-elle être expliquée? Eh bien, alors bien sûr, si on considère que les gens qui sont pas malades, comme les enfants, ou comme les personnes asymptomatiques, ou les sujets jeunes, chez lesquels la mortalité est certainement basse, ne sont protégés par je sais pas quoi, et par autre chose que l'immunité, alors que c'est la définition d'immunité, on peut tout dire et n'importe quoi. Mais quand on voit une protection qui dure depuis l'enfance jusqu'à l'âge de 40 ans, voire plus, c'est absolument incompatible avec l'idée d'une protection immunitaire de courte durée. C'est incompatible. Alors, on peut faire toutes les mesures qu'on veut, mais ces mesures ne sont pas l'observation de cette immunité. Je suis très content d'entendre Patricia et Pierre s'exprimer sur le sujet effectivement des enfants d'une part et sur l'immunité. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, les constatations en immunologie corroborent effectivement ces observations vues sur le terrain, notamment sur qu'est-ce qui change. J'ai été arrêté dans mon propos sur la production d'anticorps. Mais pourquoi ce taux d'anticorps varie avec le temps? Parce qu'il y a des cellules qui arrêtent de fonctionner, ce qui est une réponse immunitaire normale. Et en fait, on s'est aperçu que les anticorps qui circulent, jusqu'à un certain point, protègent, mais protègent mal des muqueuses, ou en tout cas pendant une durée assez courte. Par contre, et on sait pourquoi, parce que ce qui se passe au niveau des muqueuses est autrement différent que ce qui se passe, par exemple, par une injection en voie intramusculaire. Et c'est là où se crée maintenant la différence, et on l'a compris. C'est-à-dire qu'avec une infection naturelle, vous allez avoir une inflammation dans le nez, vous allez mobiliser des cellules, vous allez créer une immunité, vous allez créer une immunité même mémoire au niveau des muqueuses nasales, et vous allez avoir des cellules résidentes qui vont rester dans les muqueuses au cours et qui vont répondre au cours d'un second rappel. Et ça, c'est très important pour éradiquer le virus s'il revient ou éradiquer des variants s'ils se présentent de nouveau. Et comme dit Pierre, les enfants ont déjà acquis cette immunité et ces cellules mémoire résidentes qui leur permettent, le cas échéant, de faire
une meilleure défense immédiate. Et on sait aussi qu'ils ont d'autres atouts au niveau immunologique que les adultes n'ont plus. Et pour revenir à cette protection, lorsque les anticorps diminuent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lorsque le vacciné qui n'a pas eu l'infection avant est vacciné, et on dit qu'il est naïf pour l'infection, quand on injecte au niveau intramusculaire, on ne crée pas d'inflammation dans les muqueuses nasales. Et on ne va pas mettre des cellules mémoire au niveau nasal. Et on se protège qu'avec les anticorps. Ça veut dire que quand les anticorps qui ont une durée de vie de quelques mois s'en vont, les muqueuses ne sont plus protégées. Et la vaccination permet de protéger les muqueuses grâce aux anticorps qui circulent. Une fois qu'ils ont disparu, il faut refaire un booster pour remonter le niveau d'anticorps et à ce moment-là, essayer de protéger les muqueuses. Ce qui est différent d'un rétabli qui, lui, a installé au niveau des muqueuses tout un arsenal, un dispositif de cellules B-mémoire, B mais pas que B-mémoire, T aussi, et ces B-mémoires sont capables de produire des anticorps qui vont protéger, mais pas simplement protéger au niveau des muqueuses, mais protéger ailleurs, et les lymphocytes T-mémoire vont aussi participer à la défense antivirale. Donc, les rétablis ont sur place, ont sur leur muqueuse de quoi se défendre. C'est ce que les enfants ont fait, c'est ce que les adultes rétablis vont faire, mais c'est ce que ne peut pas faire un vacciné parce qu'il n'a pas, et on ne sait pas encore aujourd'hui, et certaines études sont en cours, il y en a une qui est sortie hier de la PHP avec l'INSERM à Paris, qui tend à montrer qu'effectivement les B-mémoires des vaccinés sont moins performants, entre guillemets, et nécessitent plus de temps pour être performants que ceux des rétablis. C'est important à prendre en compte si on veut comprendre pourquoi l'immunité vaccinale baisse et pourquoi il faut la maintenir à coup d'anticorps circulants. Alors, pourquoi les rétablis, eux, ont une immunité nasale supérieure? Et pour terminer, on sait que les futurs vaccins qui viendront par le nez déclenchent une immunité et une protection des muqueuses supérieure à ce que fait l'intramusculaire. Ce qui se passe au niveau des enfants montre que leur immunité au niveau des muqueuses réagit très bien, ils s'entraînent très rapidement, ils ont une plasticité qui leur permet effectivement d'être opérationnels et d'avoir une bonne réponse immunitaire. Et c'est pour ça qu'en fait, ils s'en sortent le mieux, mais aussi parce qu'ils ont moins de récepteurs ACE2 au niveau des muqueuses nasales, etc., qui leur permettent de réagir et ils fabriquent plus d'interférons que nous. Et donc, ça leur permet de se défendre aussi. Ils sont beaucoup plus armés, ils ont une immunité innée beaucoup plus performante et ils produisent des anticorps dits naturels qui ne passent pas par la voie adaptative et qui leur permet aussi de bloquer le virus dès son entrée. Donc, en immunologie, on a compris certaines choses et ce qui se passe aujourd'hui n'a rien d'exceptionnel et l'immunité des rétablis c'est montré scientifiquement et de meilleure qualité que l'immunité aujourd'hui vaccinale. Il ne faut pas avoir peur de le dire, ce n'est pas mon opinion, hein, c'est les résultats des faits, des observations, des études, point. Et c'est un fait qui est observé depuis des années. Alors quand l'observation va avec les études, je pense qu'on est sur le bon chemin. Alors, je peux intervenir si vous voulez. Il y a eu beaucoup de confusion avec l'histoire de l'immunité collective, parce que comme l'a expliqué Pascal, il n'y a pas une seule immunité. Vous voyez, il y a une immunité qui est différente dans le poumon ou sur les muqueuses. Et puis, il y a des immunités selon leur puissance qui vont bloquer, qui peuvent bloquer toute infection. C'est-à-dire, c'est une immunité barrière. Dans notre jargon, on appelle ça immunité stérilisante. C'est-à-dire que le virus peut à peine rentrer, il est nettoyé. Il y a une immunité qui peut être stérilisante. Il y a une immunité qu'on appelle immunité contre l'infection. C'est-à-dire c'est proche de l'immunité stérilisante, ça arrête tout. Et puis il y a une immunité qu'on appelle contre la maladie, c'est-à-dire qu'elle empêche, c'est un peu, on va dire, un cran un peu plus faible qui permet à l'infection d'arriver, mais pas assez loin pour déclencher la maladie. Donc quand on parle d'immunité collective, il faut préciser un peu ce qu'il y a derrière immunité. Est-ce que c'est une immunité bloquant toute infection collectivement qui aboutirait à éradiquer le virus, ou est-ce que c'est une immunité collective bloquant simplement la maladie, mais laissant circuler le virus? Et la confusion était souvent là. Au début, quand on parlait d'immunité collective, c'était souvent pour essayer d'éliminer le virus de la planète, ce qui est impossible, parce qu'aucun vaccin n'est capable vraiment de bloquer l'infection. Donc là, vous commencez à introduire le terme juste, c'est-à-dire celui d'une immunité collective qui empêche les gens d'être malades, mais qui ne bloque malheureusement pas la circulation du virus. Et celle-là, effectivement, c'est cette immunité collective-là qui a permis d'arrêter les grandes pandémies du passé, que ce soit la grippe ou les coronavirus antérieurs. Et on note que dans ces grandes épidémies-là,
très mortel au départ. La mortalité est tombée grâce à cette immunité collective qui bloque la maladie, mais pas l'infection. C'est-à-dire que l'infection, non seulement elle continue, mais elle s'amplifie parce que les virus se cachent dans le nez, qui est une position stratégique pour eux parce qu'ils sont très contagieux quand ils sont dans le nez. Et c'est aussi une position intéressante pour nous parce que quand ils sont dans le nez, ils détruisent pas nos poumons. Donc la situation se stabilise un peu comme ça dans une situation évolutive qu'on pourrait appeler gagnant-gagnant. Le virus est très contagieux mais n'est pas mortel, mais la circulation continue. Donc l'immunité collective qu'on aurait atteint par immunité naturelle, c'est une immunité qui laisse circuler le virus. Et ça n'est pas une mauvaise chose parce que comme le virus circule, chaque réinfection produit une sorte de rappel asymptomatique, mais comme un rappel, qui est un rappel naturel, qui permet sans doute d'expliquer pourquoi cette immunité naturelle est si forte et si longue. C'est-à-dire que la circulation du virus, quelque part, permet à tout le monde de se réimmuniser fréquemment, sans aucun signe, puisque tout le monde est asymptomatique, et de faire durer les choses. C'est comme ça que ça se passait dans le passé. D'ailleurs, on voit certains pays comme la Suède, ils ont préféré laisser circuler le virus de façon mesurée. Ils ne permettent pas de grandes réunions ou de choses comme ça. Ça ne les empêche pas aussi de vacciner, sans contrainte et sans forcer, mais essayer de vacciner en priorité les personnes à risque. Mais eux ont décidé de vacciner, d'éviter les trop grands rassemblements sans protection, mais de laisser circuler le virus, d'abord parce que ce n'est pas forcément une mauvaise chose, et ensuite parce que l'idée de pouvoir le bloquer, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, ça demande des efforts invraisemblables de tests, de cas contacts, toute une logistique d'isolement, de tests multiples, qui est finalement très peu efficace et surtout qui n'a aucune chance d'aboutir. Donc, les Suédois, aussi par réalisme, ont dit on arrête le tester isolé et on laisse circuler le virus. Ça maintient l'immunité naturelle de la population et surtout, ça évite tout un casse-tête invraisemblable de tests, d'isolement, de passe et j'en passe. Et de peur. Et ça a été démontré, ça. Ce que tu viens de dire a été démontré par une équipe de Paris juste publiée hier. Voilà. Cette immunité et ces rappels. Peut-être. Oui, mais je veux dire, ça a été démontré hier, mais pareil. C'est connu depuis longtemps. Oui. La notion de réexposition, par exemple, sur les autres viroses infantiles, comme la varicelle, l'immunité s'acquiert dans l'enfance et elle se maintient très longtemps par des réexpositions successives. Tout à fait. Vraiment pas, parce que j'aurais peur de vraiment avoir une balance bénéfice-risque négative. Là, on est quand même toujours en AMM conditionnel, il ne faut pas l'oublier. On ne sait pas encore jusqu'où on va avec cette nouvelle technologie. Les personnes qui ne sont ni à risque pour elles-mêmes ni pour les autres, je pense qu'on ne doit pas… la tolérance, pour moi, est une tolérance zéro. On ne peut pas prendre le risque de déclencher une pathologie dans un acte préventif chez des gens qui ne vont pas avoir de complications si on les prend en charge. La prise en charge, c'est pas les laisser tout seuls avec une pathologie. Ça, je l'entends bien parce que moi, je fais partie des médecins qui sont restés sur le terrain et qui ont traité. Je ne pourrais pas vous dire les traitements puisque je n'ai pas le droit de les dire. On a des consignes des hautes autorités de santé qui nous empêchent de dire ce qu'on fait réellement. Et en revanche, il y a des choses qui sont connues, reconnues, archi-connues, et c'est comme si on devait redémontrer que la pluie, ça mouille, la vitamine D, le zinc, ce sont des choses essentielles pour maintenir un système immunitaire performant. On ne peut pas activer nos gènes de l'immunité sans vitamine D. Cette vitamine D, on peut la photosynthétiser par le soleil, mais on n'en a quasiment plus dans l'alimentation. Moi qui suis beaucoup attachée à la nutrition et qui travaille beaucoup avec le microbiote intestinal, qui travaille beaucoup dans la prévention, je ne vois pas comment on peut ne pas recommander la vitamine D en général, et notamment dans cette crise dite sanitaire. Je vais juste prendre une minute la parole. D'un point de vue immunologique, quand vous injectez un produit à une personne, on sollicite sa réponse immunitaire, c'est-à-dire que la réponse de l'individu est une réponse personnelle parce que nous avons tous des systèmes immunitaires différents et on ne peut pas prédire de la réponse immunitaire avant chez les uns ou les autres en disant elle va être comme ça chez tout le monde. Donc, c'est une réponse individuelle, immunitaire individuelle. Quelles sont des répercussions et quelles est effectivement des conséquences dans le domaine de la population, dans le domaine collectif?
évidemment, si une personne est protégée et qu'elle élimine moins le virus, forcément, il y aura des conséquences sur les autres. Mais avant tout, c'est un acte individuel, c'est un acte personnel. On vous vaccine pour vous protéger, vous, et après, en conséquence, immunologiquement, vous éliminez moins de virus et donc vous pouvez effectivement être dans un phénomène d'immunité collective. Mais c'est votre système immunitaire qui est concerné par la vaccination, ce n'est pas le système immunitaire du voisin, c'est votre immunité à vous. Hein. Et la réponse immunologique, c'est vous qui allez fabriquer les éléments indispensables à votre protection. Et votre protection, c'est pour assurer l'intégrité. Le système immunitaire est là pour assurer l'intégrité d'une personne et à défaut d'assurer l'intégrité d'un groupe. Non, c'est l'immunité individuelle. Ce qu'on peut ajouter à ça, c'est que pourquoi pas si le vaccin était capable de bloquer la transmission. Alors, voilà. Mais il ne l'est pas. Donc, tout à fait. Il y a une immunité collective, on en a parlé tout à l'heure, qui permet de bloquer la maladie, mais pas la transmission. Hein, et pourquoi? C'est parce que, comme on l'a expliqué avec Pascal, le virus se réfugie sur les muqueuses justement parce qu'il n'y a pas d'immunité sur les muqueuses. Hein, les virus sont aux frontières du corps, ils sont à l'extérieur du corps, donc la réponse immune, elle a lieu à l'intérieur du corps. Le virus se met là justement parce qu'il n'y a pas d'immunité. Donc rien ne peut empêcher le virus de se multiplier sur les muqueuses respiratoires un peu à l'extérieur du corps. Et à partir du moment où rien ne peut l'en empêcher, rien ne l'empêche non plus d'être transmis. C'est pour ça qu'on dit que le vaccin ne bloque pas l'infection, puisqu'elle se produit sur les muqueuses là où l'immunité n'est pas bonne du tout, mais il bloque la maladie. Donc, imaginez qu'on puisse vacciner pour bloquer l'infection et la transmission, c'est juste impossible. C'est comme enfoncer un clou avec une scie. À part se faire mal aux mains, on ne va pas y arriver. Le vaccin ne peut pas bloquer sérieusement la transmission. Donc, il y a le bénéfice de blocage de la maladie et pour celui qui est vacciné. On ne bloque pas la maladie des autres. Je suis quand même peut-être la plus légitime, en tout cas, dans ce que j'ai vu au niveau des patients. Je peux vous dire que mon expérience depuis plus de 21 mois fait que je n'ai eu aucun décès dans ma patientèle. En sachant que le dernier patient que j'ai pris en charge avec des facteurs de risque, enfin les 2 derniers patients, j'ai un patient de 93 ans insuffisant rénal sévère qui a été hospitalisé quelques jours pour avoir de l'oxygénothérapie, en plus de la thérapeutique qui avait déjà été débutée en ville. Et d'autre part, mon 2e patient que j'ai hospitalisé dernièrement, il était âgé de 65 ans, hypertendu, diabétique insulinodépendant, coronarien, antécédent d'AVC. J'aurais pu le garder en ville, mais c'était très compliqué parce qu'on ne peut pas faire de lâche. Donc, en fait, lui, il a eu aussi toute une thérapeutique mise en place en ville et il a été hospitalisé que quelques jours juste pour une oxygénothérapie et puis le perfuser parce qu'en fait, il avait fait surtout en fait, une hyponatrémie, c'est-à-dire un manque, un désordre sodé du fait de son syndrome fébrile et de l'anorexie engendrée par cette maladie et que tout le reste, on a réussi en fait à le gérer. Donc en fait, ces 2 personnes qui sont considérées en fait qu'on nous a annoncé comme de toute façon il n'y a rien à faire, c'est des personnes qui n'étaient pas vaccinées. Je peux vous dire que je vois autant de personnes vaccinées que non vaccinées. Alors, j'aime pas le terme vaccin parce que pour moi, ce n'est pas un vaccin. Donc, déjà, dans la définition, on n'est pas très clair. Et je ne vois pas de… pour moi, en fait, ça ne m'a pas posé de problème de prendre en charge des patients du moment qu'on les prenait en charge très tôt et qu'on ne faisait pas justement de les laisser tout seuls à la maison et d'attendre en fait que ce soit très pro-inflammatoire et qu'on se retrouve avec des troubles de la coagulation et un syndrome inflammatoire et un syndrome de détresse respiratoire aiguë où là c'est trop tard. Voilà. Très, tu as raison, Patricia. Et alors, moi, je voudrais simplement souligner, surligner, encadrer, s'il le faut, en rouge, en stabilo. L'immunité naturelle, elle est bonne, elle est robuste, elle est longue. Elle continue après l'infection. Elle s'optimise dans la neutralisation et dans la variation des cibles et même des cibles contre des variants. Et elle est, je dirais, absolument fantastique pour protéger les individus qui ont déjà été infectés
revacciner, refaire des anticorps chez des gens qui sont rétablis n'a pas de sens immunologique. C'est simple, c'est clair chez eux et il faut le prendre en compte. C'est un fait, c'est une observation depuis des années, comme le disait Pierre. On ne peut pas changer comme ça l'immunologie en 2 ans parce que tout d'un coup, on perd les pieds devant un virus et on retrouve et on perd des pieds aux notions immunologiques. L'infection est là, les personnes sont rétablies, ils ont donc une immunité qui leur permet de faire face à des challenges ultérieurs. Donc, elle est forte, elle est robuste et on peut lui faire confiance. Et donc, ils ne sont pas dangereux pour les autres personnes, on est bien d'accord? Non, ils ne sont pas dangereux pour les autres personnes et on n'a pas le temps d'en parler, mais je dirais même qu'ils participent d'une certaine façon à un maintien de l'écosystème viral. Ils rentrent en résonance avec le virus et permettent à ce virus d'évoluer vers ce qu'ils évoluent toujours, c'est-à-dire en fait à des virus endémiques qui reviendront et qui établiront, comme disait Pierre, une relation d'hôte à virus des plus cordiales, si je puis dire. Voilà. Je trouve que s'il y a quelque chose sur lequel les spécialistes sont d'accord, on le voit bien avec Pascal, c'est tout ce qu'il a dit à la fin. C'est-à-dire que l'humanité aurait été rayée de la carte par la grippe ou les coronavirus bien avant 2020 si cette immunité des rétablis n'était pas ce qu'elle est avant même qu'on invente les vaccins contre la grippe. Donc, faisons confiance un peu à la nature, surtout sur des virus comme les coronavirus qui, on oublie de le dire, sont parmi nous depuis des siècles et qu'on a oublié tellement ils deviennent bénins lorsque l'équilibre endémique est établi grâce à notre immunité naturelle qui pousse les virus à se replier dans des endroits où ils ne nous font pas tort, à part quelques rues.